La campagne de vaccination contre le monkeypox prévue pour le 2 octobre au 11 octobre 2024 en RDC a été reportée suite à des difficultés logistiques. De plus amples détails dans ce journal. Un rapport fait état d'une crise humanitaire majeure en République démocratique du Congo. C'est celui d'un chiffre alarmant de victimes et survivants de violences sexuelles. Vous aurez des précisions et détails dans cette édition du journal télévisé. Il est 19 heures à Kinshasa et 1 heure de plus dans la partie est du pays. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé. Ce journal, avec cette brève, ce mercredi à Kinshasa, les agents de Congo Airways ont manifesté devant le ministère de la Justice réclamant le paiement de 14 mois d'arriérés de salaire et la démission de leur directeur général. Sur place, le ministre Constant Mutamba a pris en charge leurs préoccupations et a promis de suivre la situation de près. Pour rappel, Congo Airways connaît de problèmes financiers et logistiques et serait au bord de la faillite. Poursuivant ce journal, au sommaire de ce journal, initialement prévu pour le 2 octobre, la campagne de vaccination a été reportée, s'inédiée et les difficultés logistiques liées à l'acheminement de doses reçues à Kinshasa seraient à l'origine de cette situation. Domomat pour de plus amples détails. La campagne de vaccination contre le Mpox sera lancée du 2 au 11 octobre 2024 pour le premier passage. La campagne de vaccination contre la varole des singes, POX, initialement prévue pour le 2 octobre en République démocratique du Congo, est reportée en raison des retards dans l'acheminement de doses. Les autorités sanitaires, préoccupées par une flambée des cas, n'ont pas encore communiqué de nouvelles dates pour le lancement des opérations. Kinshasa, la capitale, est particulièrement en alerte avec une augmentation rapide de contamination. Mais le début de la campagne dans la ville pourrait être retardé de 2 à 3 semaines. Dans le Sud Kivu, des cargaisons de vaccins sont arrivées le 30 septembre à Bukavu, mais leur arrivée tardive oblige les autorités locales à retarder la première phase de vaccination d'une semaine. Ici, l'urgence suscite de nombreuses inquiétudes dans les chefs de la population. La RDC a reçu le mois dernier 265 000 doses de vaccins fournies par l'Union européenne et les États-Unis. Ces vaccins, fabriqués par les laboratoires danois Bavarian Nordic, nécessitent une conservation à moins 20 degrés Celsius et sont stockés à Kinshasa avant leur déploiement dans le pays immense, souvent confronté à des défis logistiques majeurs. Les chiffres de l'épidémie sont alarmants. Depuis le début de l'année, la RDC a enregistré 26 267 cas de Mpox et 833 décès liés à cette maladie. En réponse à cette situation critique, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché mi-août son plus haut degré d'alerte mondiale. Le virus, qui était auparavant connu sous le nom de varole du singe, est désormais présent dans 14 pays africains, notamment le Burundi et la République centrafricaine. Alors que les autorités s'efforcent de contenir la propagation du virus, le spectre d'une expansion rapide de l'épidémie dans une capitale surpeuplée et à faible infrastructure demeure une préoccupation majeure. Alors que des efforts pour la vaccination sont retardés, un autre rapport fait état d'une crise humanitaire majeure en République démocratique du Congo. En 2023, les équipes de Médecins sans frontières MSF en RDC ont fait état d'un chiffre alarmant. Plus de 25 000 victimes et survivants de violences sexuelles ont été traités, soit plus de 2 personnes par heure. Ces rapports rétrospectifs qui illustrent une crise humanitaire persistante appellent à une mobilisation urgente des acteurs internationaux et nationaux pour lutter contre ces fléaux. Dans mon mat pour de plus amples détails. Les données de Médecins sans frontières collectées à travers 17 projets dans 5 provinces, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Kasai central, montrent une augmentation frappante par rapport aux années précédentes où les admissions annuelles se chiffraient en moyenne à 10 000. En seulement 5 mois de 2024, près de 70% des chiffres de 2023 avaient déjà été atteints avec 17 363 cas recensés dans le Nord Kivu. Une analyse plus approfondie révèle que 91% des victimes ont été soignées dans la province du Nord Kivu, où les combats entre le groupe M23 et l'armée congolaise se poursuivent depuis 2021, entraînant des déplacements massifs des populations. Les femmes, représentant 98% des victimes traitées, sont particulièrement vulnérables dans ces zones de conflit.
Les témoignages recueillis par MSF révèlent que 2/3 des victimes ont subi des attaques sous la menace d'armes à feu, souvent en se rendant à des tâches quotidiennes comme la recherche de bois ou d'eau. Les conditions de vie dans les camps de déplacés exacerbent leur vulnérabilité, manque de nourriture, d'eau potable et d'abris sûrs rendent ces femmes et filles encore plus exposées aux agressions. Christopher Mamboula, responsable des programmes de MSF en RDC, souligne que les programmes en place pour prévenir et répondre aux violences sexuelles sont souvent éphémères et manquent de ressources. Appelons à des actions concrètes et immédiates pour protéger les victimes. Face à cette crise, MSF formule 3 recommandations clés. Premièrement, un appel aux parties au conflit pour garantir le respect du droit international humanitaire, incluant l'interdiction des violences sexuelles. Deuxièmement, une amélioration des conditions de vie dans les sites de déplacés avec un accès accru aux besoins de base. Enfin, un besoin urgent de financement à long terme pour améliorer la prise en charge médicale et psychosociale des victimes. Les données récentes montrent que 55 500 survivants de violences sexuelles ont reçu de soins médicaux au deuxième trimestre 2024, témoignant de l'ampleur de la crise. La situation en République démocratique du Congo est alarmante. Les chiffres de Médecins sans frontières illustrent une réalité tragique où les violences sexuelles sont devenues une urgence humanitaire majeure. La communauté internationale doit agir rapidement pour soutenir les victimes et mettre en place des mesures préventives pour éviter que cette crise ne continue de s'aggraver. Les mots de Christopher Mamboula résonnent comme un cri d'alarme. Il faut faire beaucoup plus pour protéger les femmes et répondre aux besoins urgents des victimes. C'était un reportage de Dans mon mat rendu par Damani Mojinga. Et pour en parler sur ce plateau, nous sommes là avec Dans mon mat, qui est journaliste à Géopolis Télévision. Bonsoir, mon mat. Bonsoir, madame. Alors, dites-nous que retenir de ce rapport de MSF sur le viol en République démocratique du Congo? Principalement 2 choses. La première, comme on l'a suivi tout à l'heure dans ces reportages, c'est l'ampleur des viols, dont sont victimes les femmes et les jeunes filles de moins de 10 ans dans cette partie de la RDC. Tenez, en 2020, rien que dans les centres de MSF, dans 20 centres, disons, il y a eu au moins 10 000 femmes survivantes du viol qui ont été accueillies. Et en 2023, dans 17 centres cette fois-là, il y a eu plus de 25 000 survivants des viols qui ont été accueillis. Concrètement, les centres de MSF recevaient plus ou moins 70 personnes par jour. Et ces chiffres ne font que croître, puisque au mois de mars 2024, il y avait pratiquement 100 personnes qui étaient reçues pour être traitées après avoir été violées. Et ce sont des chiffres qui sont, disons-le, sous-estimés, parce que toutes les femmes qui sont violées ne se rendent pas forcément dans des centres. On sait qu'elles ont peur de la stigmatisation, du rejet. Et donc, il n'y a que peu de ces femmes qui se rendent dans des centres après avoir été violées et peu encore qui se rendent dans les centres MSF. Et puis, très rapidement, la deuxième chose, comme on l'a également suivi dans ces reportages, c'est la réponse à cette situation qui est loin d'être à la hauteur des attentes de la population. Remarquez par exemple lorsqu'on parle de la guerre provoquée par le M23, puisque c'est ce qui est à la base de cette situation, on parle des déplacés, 7 millions de déplacés, mais on ne dit pas qu'il y a autant de victimes de viols dans ces camps et partout ailleurs où la guerre fait rage. Voilà, puisque vous parlez aussi de la guerre, doit-on dire que c'est parmi les facteurs qui favorisent ces viols? Oui, effectivement, puisque comme je vous l'ai dit tantôt, en 2020, il y avait certes de viols, et vous savez que c'est surtout dans la partie est de la RDC, où il y a des groupes armés en grand nombre, mais avec le retour en force du M23, il y a eu augmentation des cas, puisque les femmes, tout comme les autres personnes, sont obligées de quitter les lignes de front et ils se retrouvent dans des endroits insalubres, des endroits dépourvus d'infrastructures de base, ce qui fait que la malnutrition ou disons la famine
à cause de la famine, les femmes sont parfois obligées de rentrer dans les collines pour chercher à manger, oui. ou le bois de chauffe qu'elles vont revendre à Goma. Et c'est pendant ces temps-là qu'elles sont victimes de viols, puisque selon les témoignages recueillis, 68% de femmes disent avoir été violées par un homme armé. Et donc, la guerre, les conditions de vie, puisque certaines, dans le camp, sont violées. Lorsque les femmes sont seules, elles sont violées par d'autres réfugiés, deux hommes. Et voilà quelques situations qui conduisent au viol. Mais on peut également en citer d'autres. On peut évoquer le cas du viol qui est utilisé comme arme de guerre. On le sait tous depuis longtemps, comment on viole les femmes pour détruire toute la communauté, pour pousser les gens à ne plus s'approcher de la femme, à la rejeter, ce qui arrive bien souvent. Et il y a aussi les questions liées au genre, puisque dans notre mental, pour la plupart, c'est que l'homme est dominant. La femme doit être soumise à l'homme. Et cette soumission s'est traduite parfois par cette violence qui est le viol. Et le viol ne sont pas commis que dans les provinces en proie à la guerre, c'est bien ça? Effectivement, puisque ces rapports disent également qu'il y a des coins de la RDC où sévit également le viol. Par exemple au Maniema et dans le Kasaï. À Kananga par exemple, on a noté que en 7 ans, par exemple, rien que dans le centre MSF, on a reçu plus de 16 000 survivantes de viol. Et donc, ce n'est pas que dans le coin en proie à la guerre où sévissent ces phénomènes, mais également dans des endroits où l'on ne soupçonne absolument rien. Et comme je vous le disais, l'une des raisons, ça peut être cette notion de domination incarnée par la plupart des hommes africains, parce que ces femmes-là sont violées généralement par leurs partenaires, ou des personnes qu'ils connaissent, sont des cousins, des neveux, des oncles. Un membre de famille. Un membre de famille, ou un proche ou de voisin encore. Et donc, il y a ici cette notion-là de, comme je le disais tantôt, des dominances qui caractérisent certains hommes, qui le poussent au fait à violer, et ce sont des comportements qui sont à décrire. Et que faire pour mettre fin à cette situation? Alors, il faut bien évidemment par rapport à la situation à l'Est, agir déjà très rapidement. On l'a dit tout à l'heure dans ces reportages. Il faut améliorer les conditions de vie dans le camp. Il faut surtout, pour la communauté internationale, amener les parties en conflit à prendre des engagements pour que le viol ne soit pas considéré comme quelque chose qu'il faut à tout prix faire pendant la guerre. Ok? Ne soit pas considéré au fait comme une arme de guerre. Il faut que les partis qui sont engagés dans la guerre puissent en tout cas prendre de telles résolutions, mais après il y a un grand travail à abattre dans le mental des hommes. Il faut amener les hommes à être un peu plus genrés. Je crois que notre pays est engagé sur cette question-là, puisque nous l'avions dit, la question du viol, c'est aussi une question de mentalité, parce que les hommes se considèrent comme supérieurs, ils doivent écraser la femme, et cela s'est traduit notamment par le viol. Par le viol ne doit pas être considéré comme une arme de guerre, nous retenons. Et merci à vous, Mohamed, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous allons continuer ce journal dans un autre registre. Les discussions diplomatiques se poursuivent à Kinshasa pour renforcer le lien régional. Le 1er octobre 2024, la vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Gracia Yamba Kazadi, a reçu Miguel Dacosta, ambassadeur angolais, pour aborder les récents incidents liés au transport routier de marchandises en provenance d'Angola. Au cours de cette rencontre, l'accent a été mis sur le lien historique, culturel et géopolitique qui unissent les deux nations et l'importance surtout de la RDC dans l'équilibre régional. Damani Mujinga pour des détails. Le mardi 1er octobre 2024, les discussions entre Gracia Yamba Kazadi, vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, et M. Miguel Dacosta,
ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République d'Angola, ont été dominés par les récents incidents concernant le transport routier des marchandises en provenance d'Angola. On a eu quelques incidents par rapport au transport routier, des véhicules avec des marchandises qui quittent l'Angola pour la RDC, mais on a parlé de ça avec la vice-ministre. L'ambassadeur a également rappelé les solides fondations historiques, géopolitiques et géoéconomiques qui unissent les deux nations. Il y a une imbrication aussi des réalités géopolitiques et géoéconomiques entre les deux pays qui fait que les deux pays soient interdépendants mais aussi complémentaires. Au-delà des questions logistiques, Miguel da Costa a mis en lumière les riches liens culturels et ethniques qui perdurent entre les deux pays. On a une frontière de 2511 km. Il a aussi son importance. On a des liens culturels et ethniques. C'est le même peuple. C'est la colonisation qui nous a séparés. C'est vraiment le Congo avec K. Le diplomate angolais a aussi insisté sur l'importance géopolitique de la RDC dans le paysage africain, affirmant que la stabilité et le poids de la RDC sont cruciaux pour l'équilibre du continent et même du monde. L'équation géopolitique congolaise est très importante, que les gens soient au courant de ça. Ainsi, ces échanges illustrent non seulement un engagement à surmonter les difficultés récentes, mais aussi une volonté de renforcer les liens fraternels qui unissent ces deux nations, fondamentaux pour leur avenir commun. Parallèlement, les travaux de démarcation de frontières entre Kinshasa et Brazza avancent et la 9e session de la commission technique mixte en matière de frontières entre la République démocratique du Congo et la République du Congo s'est clôturée hier et le 1er octobre avec la validation de la feuille de route pour la poursuite de travaux de démarcation de la frontière terrestre dans son tronçon allant de la borne Ndangandanga et Tombo Manyanga à la borne Ni Malemba et Bondo, respectivement pour la RDC et la République du Congo. À l'issue de ces travaux, il a été convenu que sur un total de 350 km de frontières terrestres, 20 km seront construits sur un total de 170 km pour la première phase. Suivez. Le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville ont trouvé un terrain d'entente pour la poursuite des travaux de démarcation des frontières terrestres dans son tronçon allant de la borne d'Andanga et Tombo-Manyanga à la borne Ni-Malemba et Bondo respectivement pour la RDC et la République du Congo. C'était lors de la clôture de la 9e session de la commission technique mixte en matière des frontières entre la RDC et la République du Congo qui a réuni les experts de ces deux pays voisins. À l'issue de ces travaux, il a été convenu entre les deux parties que sur un total de 350 km de frontières terrestres, 20 km seront construits sur un total de 170 km pour la première phase. Des travaux que nous venons de recevoir au nom de nos deux gouvernements portant sur la construction des bornes sur 20 km, première étape de la frontière, d'un total de 170 km, est le résultat du travail acharné et rigoureux réalisé par nos experts. Ce rapport témoigne à juste titre du savoir-faire acquis en matière de démarcation de notre frontière terrestre. Le VPM en charge de l'intérieur, qui a clôturé ses travaux, a réitéré la volonté des chefs d'État de deux pays pour la consolidation de leur coopération bilatérale et l'intégrité territoriale, gage de la sécurité et la paix de ces deux pays. Excellences, Monsieur le Ministre, les conclusions positives auxquelles nous sommes parvenus reflètent à mes yeux l'affirmation solennelle et réitérée de la ferme volonté de nos deux chefs d'État, leurs Excellences Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, de bien vouloir consolider leur coopération bilatérale et l'intégrité territoriale. Autre recommandation issue de ces travaux de la commission des experts de ces deux pays en matière des frontières, la nécessité pour les deux États de mobiliser des ressources financières pour la tenue de la 10e session au mois de novembre prochain,
bien avant la transmission par voie diplomatique du projet d'accord cadre de coopération transfrontalière par la République du Congo à la République démocratique du Congo. Chabani Louko et Zéphirin Mboulou ont échangé à la fin des signataires après la signature du rapport des experts. Ce mercredi 2 octobre 2024, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik sur la possibilité d'accroître les activités du service national. Jean-Pierre Kasongo Kabwik a, au cours de ces échanges, informé la chef du gouvernement l'élaboration par le service national d'un plan triennal de sa rédémination qui sera mis en place dans un bref délai. Et ces plans triennales visent à améliorer les activités de cet organisme public spécialisé sur l'ensemble de la République. Je vous propose de la suivre dans cet élément de Jojo Moulamba. Été reçu en audience par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et la discussion a porté autour de la possibilité de voir le service national contribuer de manière significative et efficace à la résolution de certains problèmes au niveau de la nation, notamment dans ce que nous avons toujours fait, dans l'encadrement de la jeunesse des œuvres, dans la production agricole et autres. Elle a beaucoup insisté sur le souhait du gouvernement d'accroître les activités qui sont faites au niveau du service national. Et à cette occasion, nous lui avons rassuré de la disponibilité de l'engagement du service national à œuvrer pour que cela devienne une réalité. Vous savez, au service national, nous sommes très pragmatiques. Lorsque nous recevons les instructions, nous essayons de mettre tout en œuvre pour que cela soit exécuté dans les meilleurs délais. Je dirais, nous sommes en train d'élaborer un plan de montée en puissance du service national. Un plan triennal de montée en puissance du service national dans tous les domaines, dans la production agricole, dans l'élevage, dans l'encadrement de la jeunesse, dans la reconstruction, parce que vous savez que le service national, c'est un organe paramilitaire qui a comme mission de canaliser les efforts de tous les jeunes pour contribuer à la reconstruction et au développement de la nation. On ne se limite pas qu'à l'agriculture et à l'élevage, ou encore, vous savez, il faut encadrer tous ces jeunes pour les canaliser, les amener à contribuer à la reconstruction et au développement du pays. Il faut le préparer, il faut le former au métier, mais en plus de ça, il faut leur donner du travail. Une autre brève dans ce journal, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a publié ce mercredi 2 octobre 2024 le calendrier réaménagé pour les élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanima dans la province d'Ekwilu et de Yokama dans la province de Sud-Ubangi. Ces élections auront lieu le 15 décembre prochain, le 23 décembre la publication de résultats provisoires et le 2 janvier 2025 marquera les débuts du dépôt de recours en contestation. Poursuivons ce journal alors que la stabilité géopolitique est en cours de renforcement. Un débat crucial sur la révision de la Constitution soulève deux tensions au sein du paysage politique congolais. L'UDPS, par son secrétaire général et président AI, Augustin Kabouya, s'est montré favorable à l'idée que c'est sa position qui date de 2026. La démarche passe mal à l'opposition. Le secrétaire général d'Envol parle d'une trahison du parti au pouvoir. Suivez les détails avec Fiston Oleko. Puis ce que nous disons là. Dans une séquence vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux depuis ce mardi, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, affirme que son parti politique est favorable à revenir sur la Constitution. Puis ce que nous disons là, c'est pour sauver notre population. Et n'oubliez pas, en 2006, nous, l'UDPS, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. On avait même fait une promesse à notre peuple
qu'une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la Constitution. La population nous a fait confiance, la population nous a amenés au pouvoir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi respecter notre parole. Parmi les raisons qui sous-tendent cette démarche annoncée de revoir la constitution congolaise, Kabouya indique que cette loi fondamentale bloque la mise en œuvre des politiques publiques du président Tshisekedi. Il évoque comme illustration le cas du processus de formation du gouvernement, un avis partagé par le président de la République lors d'une mission en Europe, annonçant même la mise en place incessamment d'une commission qui devrait y réfléchir. Dans l'opposition, la démarche de l'UDPS ne passe pas. L'envol, parti cher à Délice Sanga, parle d'une trahison et promet de barrer la route au parti au pouvoir. L'envol barrera la route à toute initiative tendant à réviser la Constitution dans ces conditions. Même pour le changement de la Constitution, l'envol dit non. Le changement de la Constitution ne peut même pas être débattu ni à l'ordre du jour. Parce que nous avons une meilleure constitution et d'ailleurs plusieurs cadres de son parti le disent et l'ont dit. Et aujourd'hui, nous trouvons inapproprié ces débats. C'est une trahison et une irresponsabilité inouïe de part de ceux qui sont au pouvoir. Plusieurs partis de l'opposition voient dans cette question de la révision de la Constitution une volonté de Félix Tshisekedi de se maintenir au pouvoir au-delà de 2028. La nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Dans un registre plus culturel, nous vous invitons à découvrir un concept méconnu du grand public à Kinshasa. La numismatique, elle renvoie à la connaissance de monnaies et de médailles selon la littérature disponible. Comment ça marche? Découvrons ensemble ces deux Congolais qui se sont spécialisés dans la collection et exposition de monnaies du monde avec ce récit de Fiston Oliko. Henri Lehani et Antoine Kinene, deux Congolais qui s'adonnent au métier de collecte et exposition des monnaies, ce métier de la numismatique. Oui, moi je suis numismate. La numismatique, c'est une science qui étudie la monnaie. Et si vous allez à la Banque centrale, il y a même ce qu'on appelle les guichets numismatiques. Oui, bon, nous collectionnons les billets auprès des particuliers, des gens qui les ont gardés. Nous allons aussi les acheter à la Banque centrale. La Banque centrale nous vend des billets. Après l'achat, nous allons participer à des expositions à travers le monde. Et c'est une exposition vente. Nous arrivons là-bas, nous étalons nos billets, nos pièces de monnaie, nous les vendons. Pour eux, toute monnaie est avant tout une œuvre d'art. Ils appellent les jeunes Congolais à s'intéresser à la numismatique, car au-delà de la passion, ce métier très répandu au niveau international peut constituer une source importante de revenus. Je voudrais inviter la jeunesse à s'intéresser à ce domaine. Tel que je suis là, je viens de vendre des anciens billets que j'avais achetés il y a longtemps. Mais aujourd'hui, on m'a appelé au niveau des mêmes lignes. Il y a un monsieur qui a besoin de tel billet. Voilà. Il m'a donné 30 $. Donc, la jeunesse, au lieu d'attendre toujours qu'on l'engage dans un bureau climatisé, ce domaine favorise tout le monde. Les Hani et Kinene appellent la Banque centrale du Congo, l'autorité monétaire en RDC et leur principal fournisseur à les sécuriser en leur octroyant des documents officiels démontrant de l'existence de leur métier. Ils ont aussi lancé l'appel à la baisse des coûts des billets à la Banque centrale. Nous achetons des billets à la Banque centrale. Que la Banque centrale puisse dire quand même aux gens que ces gens-là, nous les connaissons, ils viennent ici chez nous, il ne faut pas les déranger quand ils vont exposer ailleurs, tout ça partout. Nous prenons cette opportunité pour dire aux gens de la Banque centrale quand même qu'ils essaient quand même de revoir les prix des billets à la baisse. Parce que nous vivons de ça. Selon ces deux hommes, la numismatique leur permet de faire des expositions dans bien de pays, même au-delà de l'Afrique. Dans le domaine sportif, 11 ans après, la sélection nationale de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo va disputer une phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations de la spécialité. Pour ce faire, les hommes de Gu Bukassa se sont imposés en demi-finale du tournoi de l'UNIFAC contre le Lionceau du Cameroun au tir au but, 4 tirs contre 3. Un but partout au temps réglementaire ce mardi 1er octobre au stade Alphonse Massamba-Déba. Plus de détails avec Blest Kouzola.
Le défi était clair, avec une mission double pour le jeune Léopard, celui de remporter cette confrontation et assurer la qualification pour la CAN. Et les Congolais l'ont fait. Aucune équipe ne voulait perdre cette rencontre d'une intensité cataclysmique. Premier à ouvrir les scores grâce à Tony Talassi à la 9e minute d'une frappe très puissante, les jeunes Congolais ont écopé d'un carton rouge de Dieu Kalonji à la 31e minute avant de se faire rejoindre au score sur un pénalty de Dorinel Yonjo. Ces duels entre ces deux nations sera enfin réglé lors de la fameuse séance des tirs au but. Guy Bokassa et ses joueurs ont remporté la partie et ont été efficaces. Deux Camerounais ont manqué leur tentative. L'un complètement manqué et l'autre bien capté par les portiers congolais Yohan Bopaka. J'ai pas envie de me transformer en pasteur, mais j'ai vraiment envie de vous dire que avec Dieu, c'est jamais fini. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons cru en Dieu, on a travaillé. Malgré ce carton rouge, on ne s'est pas égaré de l'objectif. S'il a pu ressusciter des morts, donc un match, c'est rien pour lui. En tout cas, en résumé, c'est la gloire rendue à Dieu. Parce que nous sommes vraiment des revenants. Et c'est par sa grâce qu'on est arrivé là. Après, mention spéciale à mes joueurs parce qu'ils n'ont pas lâché. On leur a dit dès le départ qu'il ne fallait pas lâcher. Ça faisait plus de 12 ans que la RDC n'a plus participé à une CAN des jeunes. On s'était assigné comme objectif de retourner la RDC à ce niveau-là. Dieu merci, nous y sommes. En remportant cette victoire, les Léopardos se qualifient pour la finale de ce tournoi et obtiennent leur billet pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. La RDC disputera la finale face au Congo-Brazza. Ce sera ce jeudi 3 octobre au stade Alphonse Massamba Déba. Traversons les frontières, place à la page internationale. À l'échelle régionale, la Tanzanie, deuxième fournisseur africain de noix de cajou après la Côte d'Ivoire, a vu sa production locale se renforcer. Parallèlement, les secteurs de la transformation attirent de nouveaux projets. Je vous propose de suivre ce reportage. En Tanzanie, la région de Mtwara abrite une nouvelle unité de transformation de noix de cajou d'un coût total de 3,5 milliards de shillings, soit environ 1,3 million de dollars. Cet investissement est l'œuvre de l'union coopérative Tandaimba Newala, une des principales coopératives agricoles opérant dans la région. L'unité a été officiellement inaugurée ce 1er octobre par le ministre de l'Agriculture, Hussein Baché. D'après les responsables de la coopérative, la nouvelle installation est dotée d'une capacité de transformation de 3500 tonnes de noix de cajou par an. Il s'agit en outre de la première phase de réalisation d'un projet de la Tanekou qui prévoit la construction de 20 unités de transformation dans les districts de Tandaimba et de Newala avec pour objectif de traiter à terme 70 000 tonnes de noix par an. Globalement, ces projets dévoilés par la Tanekou devraient contribuer à renforcer les capacités de transformation de l'industrie locale alors que la production se renforce dans la filière. En Tanzanie, la récolte de noix de cajou a augmenté de 61% à 305 000 tonnes en 2023-2024 et les projections pour la campagne 2024-2025 tablent sur une nouvelle croissance de 95% pour atteindre 595 000 tonnes. Rappelons que dans les pays de l'Afrique de l'Est, le gouvernement a ambition de transformer localement 60% de la production d'ici fin 2025 contre moins de 15% en 2019. Une des principales zones de production avec Lindi, Rouvouma, Tanga et Poigny, la région de Mtwara est également appelée à jouer un rôle clé dans la transformation de la matière première. En juin dernier, le gouvernement y a entamé les travaux de construction d'un parc industriel exclusivement dédié à la NARCAD en vue d'attirer des investissements sur le segment de la transformation.
Les actionnaires de la BDAC ont adopté la mise en place d'un guichet islamique au sein de l'institution pour mieux mobiliser les ressources nécessaires pour le financement de projets de développement en Afrique centrale. Ce programme s'inscrit dans la politique de la banque de s'ouvrir à d'autres actionnaires et de diversifier ses ressources pour répondre aux besoins de financement de projets de pays membres. Suivez. Les actionnaires de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire lundi 30 septembre 2024 dernier à Djamena. Ces assises ont permis aux actionnaires d'adopter le projet de construction des sièges de représentation de la banque au niveau des pays membres et de la mise en place d'un guichet islamique pour le financement de projets de développement dans la zone CEMAC. Les actionnaires ont également fait le point de la mise en œuvre du plan stratégique 2023-2027. Selon la présidence de la BDAC, l'ouverture d'un guichet islamique devrait permettre à la banque de mobiliser facilement des ressources auprès des pays du Golfe et du Moyen-Orient pour financer les investissements de développement durable en Afrique centrale. Ces programmes s'inscrivent dans la politique de la banque de s'ouvrir à d'autres actionnaires et de diversifier ses ressources pour répondre aux besoins de financement de projets de pays membres. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale est une institution financière internationale chargée de financer les développements des pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Depuis 2023, la banque est dotée d'un capital social de 1 500 milliards de francs CFA. Pour clore ce tour d'horizon de l'actualité, nous vous proposons une revue de presse qui met en lumière d'autres enjeux cruciaux. Sélection et commentaires de Don Momat. Mesdames et messieurs, bonsoir. Commençons tout de suite cette revue avec Forum des As qui annonce que Kinshasa s'oppose à l'inclusion de son cobalt sur la liste noire américaine, arguant que cela nuit à la réputation de son secteur minier. Les autorités congolaises défendent le progrès réalisé dans la régulation de l'exploitation minière et soulignent que des efforts sont en cours pour éliminer le travail des enfants dans ces secteurs. Cette décision ne tient pas compte des efforts ni des avancées majeures enregistrées dans la régulation de l'exploitation minière artisanale et industrielle par l'État. Elle remet en cause l'efficacité des dispositifs internationaux de contrôle de conformité et des diligences raisonnables de la chaîne d'approvisionnement reconnue en matière de droits humains, de travail et de sécurité, auxquels les industriels sont soumis avec rigueur par des structures internationales indépendantes, travaillant directement avec des multinationales occidentales, européennes et américaines pour tenir compte des utilisateurs finaux, indiquent les communiqués du ministère de la Communication et des Médias. EcoNews de son côté met en lumière les contradictions en RDC. Début 2024, explique le tabloïd, un accord controversé a été conclu entre l'État congolais et un consortium d'entreprises chinoises, conduisant à une révision de la convention de 2008 qui lie les deux parties. Cet accord aurait permis le partage d'environ 30 millions de dollars américains, une somme conséquente qui a suscité des interrogations et des critiques sur l'utilisation des fonds publics dans un pays aux besoins urgents. De la présidence de la République aux entreprises du portefeuille de l'État, en passant par l'ancien gouvernement de Samalou Kondé, tous les acteurs politiques et économiques ont été impliqués dans cette affaire, marquant ainsi un véritable festin au sein de l'élite conglomérale. Une autre contradiction relayée par Congo Nouveau cette fois-là est que, pendant que le parti du président de la République Félix Tshisekedi débat sur la modification de la constitution dans l'est du pays, Corneille Nangaa et ses copains du M23 pillent le minerai de Rubaya dans les Massissi. Cette différence d'attention sidère une partie de l'opinion congolaise, écrit le journal. La société civile du Nord Kivu dans l'est de la RDC accuse les rebelles du M23 d'exploiter illégalement les minerais à Rubaya. Elle affirme que les prix du coltan a plus que doublé. La patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, a évoqué les chiffres de 300 000 $ par mois uniquement pour le coltan. Ainsi, face à la volonté exprimée de l'UDPS de changer la constitution,
Le journal note que non, le peuple ne veut ni des conférences constitutionnelles d'accommodement conjoncturel, ni des conférences nationales de défoulement, ni des dialogues politiques de replâtrage institutionnel. En réalité, celui du tissu politique avec les mêmes hommes et femmes, ni surtout des consultations d'acteurs sociopolitiques du haut, ces véritables harpagons répus, détenteurs exhibitionnistes, des privilèges, sinécures errantes des situations. Non, le peuple désespère, oui, le peuple demande son bien-être. Avec Info 27, revenons sur l'affaire Bachelor. Les régulateurs congolais des médias indiquent que, malgré la décision rendue par le Conseil d'État qui serait en sa défaveur, celle-ci ne lui sera opposable qu'elle lui sera formellement notifiée, évoquant ainsi son incapacité d'apprécier à ce niveau les contenus de l'arrêt. Le CESAC instruit Canal+ de suspendre immédiatement toute diffusion de l'émission et de la chaîne Canal+ Pop jusqu'à ce que la notification formelle lui soit transmise par les autorités compétentes. Enfin, pour terminer cette revue, Géopolis rend hommage à Mutombo Dikembe, une légende du basketball décédée le 30 septembre 2024. Les réactions émanant des diverses personnalités, des artistes au chef d'État, soulignent l'impact de Mutombo tant sur le terrain qu'en dehors. Son engagement philanthropique, notamment à travers son hôpital en RDC et sa carrière marquante à NBA sont célébrés, témoignant de l'héritage durable qu'il laisse derrière lui. Les hommages, notamment des personnalités comme Bill et Hillary Clinton, Barack Obama, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Fali Ipupa, Didier Drogba, Lokwa Kanza, Ferregola et tant d'autres mettent en avant la mémoire d'un homme dont les parcours transcendent toutes sortes de frontières. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. C'est avec cette revue de presse que nous mettons fin à ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. La campagne de vaccination contre le monkeypox prévue pour le 2 octobre au 11 octobre 2024 en République démocratique du Congo a été reportée suite à des difficultés logistiques. Et un rapport fait état d'une crise humanitaire majeure en RDC, c'est celui d'un chiffre alarmant de victimes et survivants de violences sexuelles. Plus de 25 000 femmes sont victimes et cette crise humanitaire persistante appelle à une mobilisation urgente des acteurs internationaux et nationaux pour lutter contre ces fléaux. Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi, madame, monsieur. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision et paix à l'âme de Mutombo Dikembe. Au revoir, portez-vous bien.